Femme. Bien. Je suis très professionnelle, Monsieur Cornelius. Les accessoires, ça dérange. Bon. Étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening. Comment ça va? Do you feel good? Yeah, I bet you do. It's been a conférencière. Je suis votre compère. I am your host. Und sagen. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au cabaret, au cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. Here, life is beautiful. The musicians are beautiful. Even the posters are beautiful. So, smile, enjoy, and sing. Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, au cabaret. Je suis Cornelius pour vous servir, le maître de cérémonie de ce soir. J'ai été débauché par Madame Cornélie de la Société française. C'est ça? Sociétaire de la Comédie Française. Merci. Madame Cornélie, quel honneur de vous recevoir parmi nous. C'est grâce à elle que nous pouvons nous rassembler hors des théâtres. Elle a changé la loi de 1867 qui obligeait de se rassembler uniquement dans les théâtres. Merci. Pardon? Pour y dire des mots. Et là, on dit des mots dans un cabaret. Merci. Plaçons notre scène à Paris. Paris. Oui. Une des premières villes européennes à s'équiper du gaz de ville. Imaginez ces places, ces monuments, ces rues baignées dans une atmosphère chaleureuse qui inspire les poètes et lui donne son surnom de Ville Lumière. Ah. Et la Ville Lumière ne va pas sans la Loyal Fuller. Rien à voir avec l'Allemagne, elle était une danseuse américaine. Oui. Et nous avons besoin, pour la faire revivre, de nos deux fées électricité, car Loyal Fuller était une danseuse donc qui utilisait la lumière. Pour ces spectacles, on peut les applaudir. Nous sommes donc dans une époque emblématique, au climat culturel, artistique, scientifique, technologique débordant qui marqua la belle époque. Ici, nous avons une œuvre de Jules Chéret. 1836-1932, il mourut à 94 ans. Vous imaginez pour l'époque? Oui, c'est âgé.
Ici, c'est une chromolithographie qui date de 1893. Cette affiche est donc la rencontre entre deux artistes emblématiques de la Belle Époque, j'ai bien nommé Jules Chéret et la Loyal Fuller. C'est l'avènement des loisirs et de la publicité qui s'ensuit. L'illustrateur, donc Jules Chéret, est un peintre, lithographe et affichiste français. Il est surnommé le père de l'affiche illustrée. Édouard Manet le surnomme même avec admiration le Watteau des rues, c'est pour vous dire. Alors, de ses années de formation aux imprimeries londoniennes, il rapporte cette technique de chromolithographie, d'inversion des couleurs. Alors, si certains curieux ont pu voir à l'entrée 3 affiches avec des couleurs différentes, eh bien, c'est parce qu'il a ramené cette technique où l'on peut apposer des couleurs différentes à même la pierre pour donc inverser les couleurs. Et donc, donner à voir eh bien, la lumière qu'utilisait la danseuse, cette Loyal Fuller qui dansait et exaltait la nature, une danse serpentine qui faisait penser aux danses des papillons, aux fleurs, à des pétales. C'est elle qui l'inventa. Elle aussi une figure emblématique de la Belle Époque et de l'Art nouveau. De l'Art nouveau. Tout à fait. Madame Cornélie, Oui. vous avez écrit quelques mots, peut-être vous avez été inspirée par cette affiche. Un petit nuage de poème. Car je viens de la Comédie Française. S'il vous plaît, Un petit nuage. offrez-nous ce nuage. Alors, la Loyal Fuller. La Loyal Fuller, fait lumière des temps modernes. Vous, danseuses et chorégraphes autodidactes, tels Mozart, scientifiques du phénomène, nous envoûtez de vos voiles en artefacts. C'est délicat. C'est délicat, merci beaucoup. Nous aurons comme ça quelques moments saupoudrés de poèmes de Madame Cornélie. 10 affiches, 10 poèmes. Merci, c'est superbe. Passons à la première affiche pour laquelle nous allons écouter une musique. Prochaine affiche. Ah, la technologie. Prochaine affiche. France, Champagne. Vous avez intérêt à déboucher le champagne, autrement nous allons avoir un problème. Nous allons bien demander à quelqu'un de danse. Pouvez-vous? Je sais pas, non, avec ses mains, non. Ceux qui jouent, non. Monsieur a l'habitude. Oui. Alors, Alors, il y a un verre là-bas si Oui, oui, oui. l'illustrateur de cette affiche n'est autre que Pierre Bonnard. Pierre Bonnard, dit le Nabi très japonard. Vous verrez pourquoi, je vais vous expliquer. Cette affiche date de 1891. Félicitations, monsieur. Une affiche qui eut un grand succès à l'époque, eh bien parce qu'elle était très moderne. Par sa mise en page, par son trait noir qui dessine cette femme, et puis ce verre de champagne dont la mousse déborde jusqu'au premier plan. Vous sentez le mouvement, vous sentez la fête, l'éventail qui souligne la marque. Oui. Cette affiche inspira Toulouse-Lautrec pour son divan japonais où l'on voit Yvette Guilbert et ses gants noirs, cette chanteuse connue des cafés-concerts parisiens. Je ne la présente plus. Et Toulouse-Lautrec eut même envie, à la suite de cette affiche, de travailler avec le même imprimeur qui n'est autre que Édouard Ancourt. Ah, il n'y a pas de souffleur, là, ici. Édouard Ancourt. C'est alors que Bonnard décide de se consacrer exclusivement à la peinture et il devient donc le Nabi très japonard en évocation au divan. On dira de lui qu'il reçut 500 francs pour cette affiche et Bonnard se faisait enfermer au Louvre, n'est-ce pas, Madame Cornélie? Tout à fait, c'est moi qui vous l'ai dit. Oui, une petite anecdote comme ça en passant. Pierre Bonnard, le peintre, se faisait enfermer au Louvre pour y rectifier ses tableaux. Après acquisition, bien sûr. Alors, pour illustrer cette affiche, nous avons décidé
de programmer une petite chanson. Est-ce que nous pouvons avoir, ma très chère Maillard, la présentation de ta part? Et avant que tu présentes un poème, Il oublie toujours mon poème. Nuage poétique de Madame Corneille. Vous avez l'écoute de toute l'audience. C'est à vous. Merci. France Champagne. Ô belle sérendipité, quand tu nous tiens. Cargaison livrée trop tard en perfide Albion. Bouteille de vin blanc, pétillante tu devins. Voltée en mousseline dorée les papillons. Merci Cornélie. Maillard, présentation. Pour illustrer cette affiche, nous vous proposons l'air de la griserie, extrait de la Péricole de Jacques Offenbach, au chant Morgane Machecourt, au piano Benoît Claudon. Chanson Offenbach, je suis un peu grise. C'est gentil à vous, merci. Nathalie. Bien. La soirée se passe bien. Nous allons passer à notre deuxième affiche. Les Bidel. Alors, les Bidel sont une famille de circassiens. Et le jeune François, comme il se doit un enfant de la balle, dompteur, directeur de ménagerie français, François Bidel est représenté sur sa carte de visite avec la gravure d'un lion. C'est pour vous dire. Personnage haut en couleur, le belluaire, le gladiateur des temps modernes. Il reçut même la visite de Victor Hugo dans son cirque. Léo Inter Léonès
un lion parmi les lions, s'exclama Victor à la suite du spectacle de François Bidel. Une élégance aristocratique à la française, bas de soie en gris perlé, redingote bleue ou noire, il arrivait à faire rugir ses fauves au sein de la cage. Sacré succès ce François Bidel. Avez-vous un petit poème, un soupçon de poème pour nous, Madame Cornélie? Évidemment. Je suis une professionnelle. Cette affiche est de Jules Chéret. Bidel et ses féroces. Belluaire de l'aristocratie équestre, quelle force de caractère, bravant les féroces. Te voici seul humain en cage, pénètre le seul meuble et fluide, noble et véloce. On y croit, n'est-ce pas? Mais oui, Anya, s'il vous plaît, veuillez présenter les prochains artistes musicaux. Nous vous proposons comme illustration sonore, introduction et marche royale du lion. Extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Benoît et Gabriel Cloron en 4 mains. En 4 mains. Je peux rester là? Tout à fait. Ne s'occupe pas dans le décor. Est-ce que vous recevez bien la musique, messieurs, dames? Oui. Les vibrations vous atteignent jusqu'à l'os? Bien. Passons à notre troisième affiche. Oh oui, vous l'avez deviné, c'est le ballon captif, Les Jeux Olympiques. popularisé par Giffard, Henri Giffard, au cours de l'exposition universelle de 1867. 5
1000 mètres cubes d'hydrogène dans ce ballon captif. Oui. Avenue de Suffren, actionné par un treuil à vapeur. Il permettait aux touristes d'admirer Paris vue du ciel. Imaginez un peu la vue. Sensationnel. 2 autres ballons à hydrogène ont été mis en place lors de l'exposition de 1889, l'un boulevard de Grenelle, l'autre avenue de Kléber, au jardin du Trocadéro. Et le voyage en ballon le plus mémorable, vous en souvenez sans doute, Gambetta s'enfuyant de Paris lors de la Commune de 1871. Et oui, il s'enfuit en ballon, Gambetta, vol le plus fameux. Alors cette affiche, oui, l'illustrateur reste anonyme. Mais nous pouvons quand même regarder avec enthousiasme les couleurs, la composition graphique. Avez-vous quelques mots pour nous régaler, Madame Cornélie? Nous vous écoutons. Panorama de Paris. Montgolfier, pilâtre de rosier, les premiers de notre espace des Lumières, enrichissant notre élévation, loin de Newton, sans levier, admirons du haut l'ici-bas, lieu ravissant. Merci. Malade. Qui allons-nous écouter pour cette affiche? Nous vous proposons, avec Christine Breuillet au chant et Nicolas Focard à l'accordéon, Sous le ciel de Paris, une chanson et un hymne à Paris, composé par Hubert Giraud, écrit par Jean Dréjac, originellement interprété et enregistré par Jean Bretonnière pour la musique du film Sous le ciel de Paris, de Julien Duvivier de 1951. Magnifique, merci. J'en appelle aux danseurs et danseuses dans la salle. N'oubliez pas que nous sommes aux Folies graphiques. Lieu de plaisance, de divertissement, de fête. N'hésitez pas à vous lever et à danser. Madame Cornélie, est-ce que vous m'accordez cette valse? Oui. Attendons la musique. Ah, c'est vrai, il faut pas. Quel merveilleux endroit, n'est-ce pas, pour faire la fête. Nous pensions que le signe allait être lugubre, mais pas du tout. Regardez-moi tout ce béton, c'est quand même chaleureux. Allez, en place. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leurs bonheurs sont construits sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir enchanté, et qu'importe le prix de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois pour un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. On endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent
patrie de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, elle met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Christine Boyer. Ça va, Madame Cornélie? Vous n'avez pas trop le tournis? Oui, c'est le champagne, à mon avis, plus que la danse. Continuons sur notre belle lancée. Je sens que le public est à l'écoute. Ne les perdons pas. Quatrième affiche. Ram pam pam. Oh oui, attention au coup de canne. L'Andalousie au temps des morts. Eugène Grasset. Exposition 1900 pour ceux qui se demanderaient ce qui est marqué en bas à droite. Alors cette affiche évoque la période de la Reconquista espagnole qui s'étend sur 8 siècles. 711 jusqu'à 1492, je vous fais réviser, avec la prise de la ville de Grenade par les rois de Castille et d'Aragon. Elle est donc l'œuvre d'Eugène Grasset, lors de l'exposition universelle de 1900. Eugène Grasset est né à Lausanne en 1845 et c'est un graveur, affichiste, décorateur et architecte français d'origine suisse. Il est l'un des pionniers de l'art nouveau et tire son style directement du dictionnaire de Viollet-le-Duc. Il crée la Société internationale de l'art populaire auprès d'Henri Casalis, René Lalique, Émile Gallet, Alphonse Muchat et Victor Horta. Tout ça. Que des stars de l'époque. Alors, pour illustrer cette affiche de Eugène Grasset, qu'allons-nous écouter? Peut-être un poème de vous, Madame Cornélie? Tout à fait. Eh, j'en étais sûr. Tout à fait. Attendez, la danse, Faites-nous résonner la littérature française. la valse m'a fait un petit peu tourner. Reprenez vos esprits. Bon, c'est vrai. L'Andalousie au temps des morts. Lusitaniens, Ibères, Carthaginois, Celtes, enfin les Romains te nomment hispanique. Pourtant te voici réenvahi depuis 8 siècles. Reconquista te rétablira sans tourment. Vous me faites hennir, Madame Cornélie. Alors qu'allons-nous écouter avec cette affiche? Ania, dites-nous quelle chanson? Vous entendrez pour illustrer cette affiche des danses espagnoles en 4 mains de Maurice Moszkowski, pianiste et compositeur allemand d'ascendance polonaise. La première, la deuxième ainsi que la cinquième, nommée Boléro, danse de bal apparue en Espagne au XVIIIe siècle. Le maître a dansé Sébastien Lorenzo Cerezo, lui ayant donné ses lettres de noblesse, Armelle de la Marelle et Gabriel Clodon en 4 mains. Nous vous écoutons.
Armelle de la Marelle n'a pas pour habitude de jouer avec ses élèves, mais il s'avère que l'une d'entre elles est malade. Donc elle a joué. Ce n'est pas pour nous déplaire. Alors Eugène Grasset, hein, ça vous plaît? Oui. C'est à lui que l'on doit également la souffleuse de pissenlit des dictionnaires Larousse. Vous voyez cette image? Eh ben, c'est ce monsieur-là. Affiche suivante. Quel est le numéro de cette affiche, vous qui avez le programme? Numéro 5. Prochaine affiche, numéro 5. Ah, on la reconnaît. Alors, ce n'est pas un avis de recherche, messieurs, dames, attention. C'est bien une affiche publicitaire. Vous l'avez reconnu, Louise Michel, c'est écrit en gros. Ah oui, une des vedettes de la Haute-Marne, née à Broncourt-la-Côte, enterrée là-bas également, si je me trompe. Non, mais enterrée dans le département. Louise Michel fit ses études à Chaumont, messieurs, dames. Ici, publicité pour le roman dramatique La Misère. 2 mois seulement après son retour du bagne de Nouvelle-Calédonie, Louise Michel est prise de passion pour l'écriture et elle écrit une première fiction. Son imagination fertile s'accommode aisément du genre le plus populaire qui soit à l'époque, j'ai bien nommé le feuilleton, le roman feuilleton, très en vogue, hein, dans les années 1880. Le roman doit son succès à son écriture hyper réaliste. En effet, elle sculpte au scalpel, eh bien, une société moribonde, et elle passe au vitriol les mécanismes du vieux monde qui attend sa régénération. Auguste Belin, le dessinateur de cette affiche, né en 1884 à Bouleau en Haute-Saône, fonde un atelier de dessin où des artistes tels que Grévin, Chéret, Gilles auraient reçu leurs premières initiations avant de devenir des dessinateurs habiles. Alors pour Louise Michel, point de musique, mais un poème, celui de Victor Hugo, en hommage. Victor Hugo était présent lors du procès de Louise Michel. Louise Michel s'est rendue d'elle-même à la justice française après que l'on ait arrêté sa mère. Voilà, en échange, elle s'est offerte. On lui reproche l'appel à la violence pendant la Commune de Paris. À la tête d'une armée de femmes, elle est sur les barricades, ambulancière, elle porte le costume, l'uniforme, et elle prend les armes. Elle demande, lors de son procès, de suivre ce qui s'est passé pour ses camarades, c'est-à-dire d'être fusillée, comme 20 000 autres personnes. Mais cela lui est refusé et elle est envoyée donc au bagne en Nouvelle-Calédonie. Et Victor Hugo écrit ce poème que je vais vous lire. Viro Major, plus que l'homme, c'est le titre. Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles, hélas de lutter, de rêver, de souffrir, tu disais « j'ai tué » car tu voulais mourir. Tu mentais contre toi, terrible et surhumaine. Judith la sombre juive, Aria la romaine eussent battu des mains pendant que tu parlais. Tu disais au grenier « j'ai brûlé les palais ». Tu glorifiais ce qu'on écrase et qu'on foule. Tu criais « j'ai tué, qu'on me tue ». Et la foule écoutait cette femme altière s'accuser.
tu semblais envoyer au sépulcre un baiser. Ton œil fixe pesait sur les juges livides, et tu songeais pareils aux graves Euménides. La pâle mort était debout derrière toi. Toute la vaste salle était pleine d'effroi, car le peuple saignant hait la guerre civile. Dehors, on entendait la rumeur de la ville. Cette femme écoutait la vie au bruit confus d'en haut, dans l'attitude austère du refus. Elle n'avait pas l'air de comprendre autre chose qu'un pilori dressé pour une apothéose, et trouvant l'affront noble et le supplice beau, sinistre, elle hâtait le pas vers le tombeau. Les juges murmuraient qu'elle meurt, c'est juste. Elle est enfin. À moins qu'elle ne soit auguste, disait leur conscience. Et les juges pensifs, devant oui, devant non, comme entre deux récifs, hésitaient, regardant la sévère coupable. Et ceux qui, comme moi, te savent incapable de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu, qui savent que si Dieu te disait « D'où viens-tu » tu répondrais « Je viens de la nuit où l'on souffre. » Dieu, je sors du devoir dont vous faites un gouffre. Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même, à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres, ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain, le lit de sangle avec la table de sapin, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta colère, ton long regard de haine à tous les inhumains, et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains. Cela, femme, devant ta majesté farouche, méditait, et malgré l'amer pli de ta bouche, malgré le maudisseur qui, s'acharnant sur toi, te jetait tous les cris indignés de la loi, malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyait resplendir l'ange à travers la méduse. Tu fus belle et semblas étrange en ces débats, car chétifs comme sont les vivants d'ici-bas, rien ne les trouble plus que deux âmes mêlées, que le divin chaos des choses étoilées, aperçu tout au fond d'un grand cœur inclément, et qu'un rayonnement vu dans un flamboiement. Après ce texte bouleversant d'humanité, je voulais quand même parler de toutes les femmes qui se battent actuellement dans le monde pour leur liberté. Et comme disaient les Grecs, la République, c'est tous les jours qu'on doit s'y atteler, tous les jours, parce que rien n'est jamais acquis. Donc Louise Michel, un très bel exemple. Et on s'était arrêté sur Flamboyant. Donc, Peut-être une petite surprise? oui, une petite surprise. Oui, Une petite surprise. c'est le moment, oui. Est-ce que c'est toi qui fais ou... Non, allez-y. Allez-y. Non mais il faut... Non mais il y a une petite surprise, il faut faire quelque chose. Oui. Musique. Non, c'est une... Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter encore bon anniversaire. Allez, soufflez. Voilà, c'était l'anniversaire de Noël, donc qui est le frère de mes petites fées électricité. Et comme c'est important quand on n'a qu'un chiffre, après on passe à 2 chiffres, mais le 3e chiffre, je suis pas sûre qu'on le fête. Donc il
soit absolument quand même les 10 ans. Voilà pourquoi je voulais qu'on lui souhaite son anniversaire à elle. Donc c'était la petite surprise du jour. Continuons. Affiche numéro 7, messieurs, dames. Oh, Aristide Bruand. Les bas-fonds de Paris. Roman d'Aristide Bruand. Ah, c'est un portrait merveilleux et fascinant de la capitale dans toute sa splendeur et sa décadence. Roman balsacien, gouaille irrésistible, fait d'argot et de poésie, répliques étincelantes, joie de vivre désespérée. Bref, un grand roman. Les éditions Rouff et compagnie, fondées par Jules Rouff. Ah, c'est un acteur qui popularise l'édition et qui veut amener la culture à tous. Oui. La maison Hérold fait partie des premières affiches publicitaires dont l'auteur et le concepteur restent inconnus, malheureusement pour la postérité. Voilà. Vous pouvez donc voir qu'il éclaire à l'aide d'une lampe une scène parisienne en hiver. Allez-y, Madame Cornélie. Régalez-nous d'un petit poème. Un petit poème. Un soupçon, un nuage, Un seulement. nuage, je n'ai fait qu'à 4 ans, j'attends, pas plus. Aristide Bruand, ta gouaille inénarrable, titi parisien de première classe, muni de ton écharpe rouge, festif débonnaire, magicien du rire vibrant, le fond des contre-escarpes. Parce que c'est la contre-escarpe qu'on voit. Ah. Qu'allons-nous écouter? Maya, c'est à toi. Bénédicte est demandée. Avec la chanson Sous les ponts de Paris, composée par Vincent Scotto et écrite par Jean Rodor, nous vous proposons aussi une vision réaliste de la vie des pauvres. Cela s'appelle une chanson engagée, un genre musical dont l'expression permet de véhiculer ses idées. Christine Breuiller au chant, Nicolas Flocard à l'accordéon. Merci. Pour aller à Suresnes ou bien à Charenton, tout le long de la Seine, on passe sous les ponts. Pendant le jour suivant son cours, tout Paris en bateau défile, cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir lorsque tout dort tranquille. Sur les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette auquel du coup en l'air on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien marquis sous les ponts de Paris. À la sortie de l'usine, Jules rencontre Mini. Ça va-t-il, la rouquine, c'est la fête aujourd'hui. Prends ce bouquet, peut-être pas un muguet, c'est peu, mais c'est toute ma fortune. Viens avec moi, je connais l'endroit où l'on craint même pas l'air de lune. Sur les ponts de
lorsque descend la nuit, comme il n'a pas de quoi se payer une chambrette, un couple revient s'amuser en cachette, les yeux dans les yeux, faisant des rêves bleus. Jules partage les baisers de minuit sous les ponts de Paris, rongé par la misère, chassé de son logis. On voit une pauvre mère avec ses trois petits. Sur leur chemin, sans feu ni pain, ils subiront leur sort atroce. Bientôt la nuit, la maman dit, enfin ils vont dormir mes gosses. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, viennent dormir là tout près de la Seine. Dans leur sommeil, ils oublieront leur peine. Si l'on aidait un peu tous les vrais miséreux, plus de suicide ni de crime dans la nuit, sous les ponts de Paris. Bien, passons à la prochaine affiche. Oui, les Griffiths, messieurs, dames. Grand succès de l'époque, c'est écrit sur l'affiche. Mais nous n'allons pas parler de ce spectacle, ni de cet illustrateur, mais plutôt des Folies Bergères. Laissez-moi parler de son emplacement. Nous sommes à peu près au XVIe siècle. Il y a des champs et une rivière qui y passe, qui s'appelle la Grande Batelière. Ces champs appartiennent à un moine qui, pour racheter son péché pour le bon vin, lègue ses champs à l'hospice des 15-20, oui, créé par Saint Louis en 1260. Alors à l'époque, on comptait par vingtaine, donc 15-20, c'est 15 fois 20 personnes que l'on pouvait accueillir dans l'hospice. Je vous laisse faire le calcul. Un hospice pour les aveugles qui existe encore en plein cœur de Paris. Sous le baron Haussmann, vers 1863, les maraîchers cédèrent leurs champs aux maisons d'habitation. Et les Folies Bergères, avant d'être un music-hall, furent un grand magasin. Aux colonnes d'Hercule, un magasin de literie. Eh oui. Et c'est grâce à Madame Cornélie, oui, sociétaire de la Comédie Française, que nous avons pu donc, eh bien, nous retrouver dans des cafés-concerts, parce que vous avez modifié la loi de 1867 qui interdisait le divertissement ailleurs que dans les théâtres. Je connaissais très personnellement un député. Nous ne voulons pas les détails, Madame Cornélie. Fait partie de l'histoire dorénavant. Ah, les premiers cafés-concerts, on les appelait les Folies au XVIIIe siècle, les maisons de plaisance. On y accola le nom Bergère pour ne déranger personne, car au départ, cela s'appelait les Folies de Trévise, mais cela déplut au duc de Trévise. Il dit non, ne mettez pas mon nom. Donc, on y mit le nom Bergère, personne ne se plaint, on enleva le S, parce que ce n'est pas les Folies des Bergères, mais bien de la rue, et les Folies Bergères naquirent. En 1886, Édouard Marchand, le nouveau propriétaire, fut l'inventeur du genre music hall. Ouais, le music hall. Voilà pour la petite histoire des Folies Bergères. Madame Cornélie, avez-vous quelques mots bien sentis pour cette affiche? Nous vous écoutons. Les clowns. Paris, ville qui fit du cirque une œuvre d'art. Celui de notre enfance, toujours construit sous nos yeux ébahis, attendant tous les pouvoirs de ces circassiens, volants, jonglants, archifous. Merci. Anya, nous t'écoutons pour la musique qui va accompagner cette affiche des Folies Bergères. Nous vous proposons comme musique de Nino Rota composée pour les films de Federico Fellini, cinéaste passionné du cirque. 8 et demi, la Strada et le Shake Blanc. Benoît et Gabriel Clodon en 4 mains.
Affiche numéro 8, messieurs, dames. Il y en a 10. Si vous savez compter, tout va bien se passer. Affiche numéro 8, nous sommes toujours aux Folies Bergères pour le grand show des kangourous boxeurs. Oui, voici ce que relate le Petit Parisien en 1893. Les journaux de Londres retentissent depuis quelque temps du succès du rire que remporte chaque soir au Royal Aquarium un kangourou boxeur d'une rare originalité. Dès que cette nouvelle lui est connue, le directeur des Folies Bergères est parti pour Londres et, à prix d'or, a engagé le kangourou modèle. Demain, le programme si intéressant des Folies Bergères sera donc augmenté de ce numéro unique et avec lequel nulle autre comparaison ne peut être faite. Oui. Et l'animal marqua les esprits des Parisiens puisque le couple de kangourous amené à la ménagerie du Jardin des Plantes, quelques années plus tard, fut annoncé comme appartenant à l'espèce des kangourous boxeurs. Alors, messieurs, dames, messieurs, vous seriez allés voir ce spectacle, dites-moi. Pourquoi pas et pourquoi pas. Et l'année prochaine, c'est ce que nous allons programmer au Cygne. Avec moi-même comme boxeur. Madame Corneille, quelques mots. Oui, quelques mots. Nous vous écoutons. Folies Bergères. Ce marsupial du continent australien, parcourant de façon naturelle son bush, appartient à la famille des grands pieds. Des grands pieds. Doyen de la boxe sanglante qui semble bien louche. Et alors, nous allons écouter nos deux fées électricité. Ça vous sert ? Allez-y. Je vous en prie. Alors, donc, c'est Non, les pas deux fées électricité qui vont venir nous jouer les kangourous, extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Anya et Maya, s'il vous plaît. Maya, on me disait, avant que la représentation commence, que la musique classique la détendait. Alors posez-vous la question à vous aussi, quelle sensation vous fait la musique classique? Passons à notre prochaine affiche. Ah, la librairie romantique. On retrouve Eugène Grasset. Eugène Grasset que nous avons déjà croisé donc avec l'Andalousie des morts, au temps des morts. Et alors cette affiche, elle a une particularité, messieurs, dames. Pouvez-vous me dire laquelle? Cet espace disponible, libre. C'est pas du béton. Ça n'est pas du béton, messieurs, dames. Cela s'appelle l'épreuve avant la lettre. Il s'agit donc d'une impression sans lettrage. Oui, avec des encres de meilleure qualité sur un papier plus épais destiné aux affichomaniaques ou aux collectionneurs. Alors souvent, ces affiches étaient tirées à une dizaine d'exemplaires et étaient signées et numérotées du nom de l'artiste. Enfin, numérotées et signées du nom de l'artiste. Alors ici, nous voyons donc une belle lisant l'âge du romantisme. À ses pieds, une vanité. En arrière-plan, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, récemment restaurée par Viollet-le-Duc dans le style néo-gothique. Oui, parce qu'après la Révolution, Notre-Dame de Paris
avait changé son visage. Elle était un petit peu tombée à l'abandon, n'est-ce pas? Elle était démontée, à l'intérieur il y avait des animaux. Enfin, et grâce à Victor Hugo, qui écrivit Notre-Dame de Paris, il redonna ses lettres de noblesse à ce monument un petit peu délaissé par les Parisiens. Alors, Eugène Grasset, qui signe son nom ici, Eugène Grasset, nous offre cette affiche de l'ambiance parisienne de l'époque. C'est seulement après la conception graphique de cette affiche que sera apposé donc dans l'espace gris clair, eh bien, le restant, la publicité pour la librairie Monnier et son édition du livre susnommé, donc suscité la librairie romantique avec l'âge du romantisme. Pour illustrer l'époque romantique, un petit nuage, Madame Cornélie? Ah oui, évidemment. Sommes-nous dans les temps? Complètement. Parfait. J'adore ça. Nous sommes, Just in time. nous sommes mieux qu'à la répétition. Parce que nous sommes étalés à la répétition. Donc là, ça va. Romanesque. Moteur. Ça Moteur. tourne. Action. Réaction du sentiment contre la raison. Recherchant le fantastique mystérieux du rêve passionné. Adossé de saison. Est un dame exacerbée au chant délicieux. Merci. Regardez cette nuque, ce petit pied comme c'est délicat. Qu'allons-nous écouter avec cette affiche? Quelle chanson? Anya, nous t'écoutons. Non, tu peux pas tout. Le maître de cérémonie, il a dit qu'il fallait pas que tu fasses tout. Pour illustrer l'époque romantique, nous avons choisi le premier mouvement du Carnaval de Vienne, opus 26 de Robert Schumann, interprété par Benoît Clodo. Robert Schumann, compositeur allemand, né en 1810, comme Frédéric Chopin, a longtemps hésité entre une carrière littéraire ou musicale. Son père possédant une librairie. C'est moi qui fais la suite. Alors, c'était juste pour expliquer que, en fait, Schumann, dans ses partitions, nous parle. Donc nous, on le sait, parce qu'on est en train de jouer, mais vous ne le savez pas. Et donc, il va nous faire passer d'un personnage à un autre personnage dans les frères Sérapion, où on a Eusébius et Florestan, qu'on retrouve très souvent. Eusébius est très gentil, Florestan est très méchant. Et de temps en temps, Schumann, il va nous mettre une note à chanter intérieure, mais vous n'êtes pas au courant non plus. Donc il fait comme s'il était un écrivain qui s'adressait à son lecteur. Voilà. Dans son choix de se dire, bah alors je fais quoi je fais. Donc il a quand même continué à nous parler comme s'il était un écrivain, puis on n'est tout que des lecteurs. Voilà. Et nous allons écouter Benoît Clodo. Mais j'ai oublié quelque chose de très important. Votre poème? Mais pas du tout, je l'ai lu. Oui. Parce que vous allez entendre l'idée de la liberté élevée au nom de la citoyenneté, telle que la France l'a fait frémir au cœur de chaque être humain, avec sa déclaration des droits de l'homme. Parce que vous verrez que c'était très osé à l'époque, je vous laisse entendre, mais parce que c'était passible de la peine de mort. Parce que cette idée de liberté démontait évidemment toute la construction de l'Europe dans la représentation au niveau des rois, etc. Et cette liberté est venue enflammer quand même tous les peuples. Et Beethoven a dédié sa 3e symphonie dite héroïque à Bonaparte. Et quand il a vu qu'il se faisait couronner empereur, il a retiré la dédicace. Et un jour, Beethoven se promenait avec Goethe, parce qu'il a fait de la philosophie. Et ça s'appelle l'incident de Tilsit. Et il croise le roi. Donc Goethe veut se décoiffer pour saluer le roi. Et Beethoven lui dit, on ne se décoiffe pas. Et évidemment, ça a fait un scandale. Et Beethoven a dit, écoutez, des princes, des princesses, des rois, des reines, il y en a une quantité phénoménale, mais à Beethoven, il n'y en a qu'un. Armel, on est en train de les perdre. C'est très intéressant, mais place au spectacle. Et pour là, nous allons écouter Benoît Clodon, sans partition, messieurs, dames. Ah non, je ne pas là. Ça, c'est pas une bonne idée. Bon, on va se mettre là-bas. On va pas être trop vite.
qu'on pouvait faire parler un piano. Oh, l'exigence impeccable, quel raffinement dans le toucher. Magnifique spectacle, merci Benoît. Bien, passons à notre 10e affiche. 10e affiche. L'anti-prussien. Alfred Schoubrack, 1853-1902. De toute façon, je pourrais dire n'importe quelle date, personne ne vérifiera. Donc, au 19e siècle, la naissance de la figure de l'ennemi héréditaire prussien émerge progressivement, nourri par le souvenir des Cosaques de 1815, après la défaite de Napoléon face à l'Europe. Tout le monde s'en souvient. Il nous en reste d'ailleurs le mot bistro, bistro, l'expression de l'impatience slave, au cafetier parisien, bistrot voulant dire vite, vite, bistrot. Cette affiche a été conçue une quinzaine d'années, donc, après la défaite française face à la Prusse. Si certains partagent encore un sentiment d'amertume, n'est-ce pas, monsieur? Eh bien, l'heure est plus à la résignation qu'à la vengeance. Le gouvernement républicain préfère se tourner vers l'avenir, en se consacrant à des chantiers d'envergure, comme la modernisation de l'économie et la réforme de l'éducation. L'esprit revanchard, né dans l'immédiat d'après-guerre, n'est pourtant pas totalement éteint. Enfermé dans une cellule qui représente l'Alsace, prisonnière des griffes allemandes, l'homme brandit le journal à un bambin clairement trop jeune pour savoir lire. Derrière eux, une femme, en costume traditionnel alsacien, fière, altière, elle regarde à travers les barreaux vers l'ouest, vers la France. À l'extérieur, de l'autre côté des barreaux, un groupe de soldats est en ordre de marche. On devine à leur casque à pointe qu'il s'agit bien des Prussiens. Et le titre du journal résonne comme le refus de ce que les nationalistes perçoivent encore à cette époque comme une humiliation. La proclamation de l'Empire allemand à Versailles, le 18 janvier 1971, y reste là. Pour eux, l'ennemi s'appelle toujours la Prusse. Alors cette affiche, on la doit à M. Dutailly, comme toutes les autres affiches ici présentes aussi. Ce grand collectionneur, Gustave Dutailly, possédait 2 autres exemplaires de cette affiche, hautement représentative de l'iconographie revancharde de l'époque, mais dans des versions légèrement différentes. Bon, le connaissant personnellement et connaissant ses orientations politiques et son goût pour l'œuvre d'Alfred Schoubrack, je pense qu'il est davantage intéressé par ces variantes formelles que par le message de propagande que véhicule cette affiche, clairement. Hein. Madame Cornet. Qu'ai-je fait? Rien. Pardon. Avez-vous quelques mots à nous partager? Je n'ai pas écrit ça. Ah non, j'ai juste, et je ne vais pas vous chanter, c'est une chanson patriotique, mais c'est... Ah, je vais prendre mon micro quand même. Excusez-moi, mais je n'ai pas votre organe. Donc je n'arrive à attendre le fond de ça. C'est beaucoup de travail et d'abnégation. Des petits doigts aussi. Hein. Si vous voulez, on peut s'entraîner. Tenez-vous droite, serrez le ventre, vertical, le fil, rentrez le menton. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Détendez la mâchoire et projetez. Bi, ba, bo. Quelle conséquence qui siffle sur nos têtes. Chanson patriotique. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Et alors, il fut un temps, parce que ça a duré quand même très longtemps, en 1870, 1914, 18, quoi. Il fut un temps où on demandait « Aimez-vous Brahms ?» Parce que Brahms a écrit en fait un Triumphlied pour Bismarck, qui est arrivé au château de Versailles quand même. Donc il y a quand même toute une période de gens, de compositeurs qui ne pouvaient pas voir Brahms, parce que pour eux c'était pas possible qu'on soit envahi. Donc voilà pourquoi on disait « Aimez-vous Brahms ?» Alors on savait si on était patriote ou pour... voilà. Et nous allons donc jouer le célèbre galop marche d'Albert Lamignac. Et
c'est une tradition en fait, mais parce que les Français adorent se moquer, on aime rire quand même, c'est normal. On est franchouillards, on aime la fête, c'est pour ça que les comédies, on a souvent quand même des prix à Cannes, etc. La comédie, elle reste française, quoi. Donc, oh, j'ai dit la comédie, elle reste française. Donc pour continuer cette tradition où on se moque gentiment et élégamment, donc là on va se moquer de l'élégance et du raffinement allemand, parce que nous n'avons toujours pas récupéré l'Alsace et la Lorraine, et que c'est écrit comme spirito, mais que ça fait vraiment Spunz. Ladies and gentlemen, 4 pianistes, 9 mains. Oui. Comment c'est possible? C'est possible. Parce que Christine va... C'est pas Christine. Nathalie. C'est Camille. Camille. Camille est là. Elle est là, Camille. Elle est là. Camille va tourner les pages, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Gabriel Clodon, Armel de la Barrelle, Benoît Clodon et Nathalie Delcourt pour vous ravisser les oreilles. Ravissement.